Bonsoir à tous, amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission Vérité politique après avoir reçu Joseph Djimrangar Dadnadji, président du parti Capsur. Nous avons le plaisir de recevoir un autre cadre politique du Tchad. Il s'agit de Dr Nasra Djimasngar, président du parti Un Nouveau Jour. Bonsoir, Monsieur Nasra. Bonsoir, Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir est aussi pour moi d'être invité sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, merci. Au menu donc de cette émission, quelques sujets liés à l'actualité sociopolitique du pays. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme le veut donc cette émission, nous allons s'intéresser particulièrement à vous. Connaître réellement qui est Dr Nasra. Alors je vous pose donc cette première question. Qui est Dr Nasra Djimasngar? Merci beaucoup pour la question. Dr Nasra Djimasngar est un Tchadien né à Sar. J'ai passé mon enfance au village. Mon village, même si je donne le nom, c'est pas évident que ça soit connu. Ça s'appelle Kabarandi. J'ai grandi dans ce village-là jusqu'à l'âge... Ça c'est dans le Moyen-Chari? Dans le Moyen-Chari, oui. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Et c'est à 7 ans, en 1982, qu'un oncle paternel est parti me chercher au village pour m'amener en ville pour m'inscrire à l'école. En ville, c'est-à-dire à Sar? Non, pas à Sar. En ville, c'est trop dire. C'était en Baïboukoum. Okay. Voilà. Donc, moi, j'appelle Baïboukoum une ville. À l'époque, en 82, c'était pas encore une grande ville. Mais j'appelle ville parce que le contexte dans lequel moi j'ai grandi, un village de moins de 500 habitants, je me retrouve en Baïboukoum. Pour moi, c'est une ville. Et c'est là-bas que j'ai été inscrit en classe de CP1. J'ai étudié jusqu'en classe de CE1. Et CE1, je n'ai pas fini. Après 2 mois de cours, mon oncle paternel, qui était un militaire, était affecté donc à N'Djamena. Et on a quitté Mbaïbokoum pour N'Djamena, où j'ai fait la suite de la classe de CE1. Et je suis admis en classe de CE2. J'ai fini l'année scolaire et quand je passais pour le CM, j'ai quitté N'Djamena pour repartir à Sar. Donc j'ai étudié de CM1 jusqu'en classe de seconde à Sar. Et à Sar, après 2 années sèches que j'ai connues, pas des années blanches, mais des années sèches, parce que pour des raisons personnelles, j'ai quitté les études. Et après 2 ans, j'ai quitté Sar pour venir ici à N'Djamena où je me suis réinscrit à l'école en classe donc de première. J'ai fait la première ici. Après, j'ai suivi mon grand frère à Moundou où j'ai fait la terminale. Et en 98, j'ai obtenu mon bac série A4. Et j'ai quitté donc Moundou. Entre-temps, il n'y avait pas d'autres universités. Il n'y a qu'une seule université à N'Djamena. Donc, j'ai quitté Moundou pour revenir à N'Djamena pour m'inscrire à l'université, en faculté de droit à l'époque, où j'ai fait la première année, la deuxième et la troisième année. J'ai eu ma licence en droit privé. Ensuite, après la licence en droit privé, j'ai quitté après une année de chômage pour aller au Togo avec le soutien familial. Pour poursuivre les études supérieures. Pour poursuivre les études supérieures, je me suis inscrit en maîtrise à l'université de Lomé. Ensuite, après la maîtrise, il y avait une promotion de 2SS qui venait juste de commencer. On a fini 2 mois après le début des cours en 2SS. Donc, j'ai chômé encore 14 mois. Où je ne pouvais pas rentrer parce que je n'avais pas d'argent. C'est une cousine qui vit en Allemagne qui a décidé de m'aider. Pendant que j'étais arrivé à Lomé après quelques mois, elle a perdu son boulot, elle était malade. Donc les médecins lui ont demandé de ne pas travailler pendant quelques temps. Donc elle ne travaillait plus.
Mais malgré cela, elle ne vivait que des allocations. Et elle me soutenait, donc je ne pouvais pas lui demander de rentrer au pays. Je savais que si je rentrais au pays, je n'allais pas pouvoir repartir pour Ouais. poursuivre Ça mes sera études. difficile, hein? Voilà. Et pendant ce temps, j'avais perdu mon père ici. Malgré que j'ai perdu mon père, j'ai décidé de rester. Parce que je me suis dit, bon, mon père, il est déjà décédé. Si je rentre, je ne vais pas le réveiller. Entre-temps, je vais perdre parce que je ne serai plus en mesure de repartir. Compte tenu donc de ma situation financière, je ne pouvais pas repartir. Donc, il fallait choisir de rester pendant 14 mois à ne rien faire. Bon, à ne rien faire, entre guillemets. Je lisais et tout, mais ce n'était pas le but pour lequel j'étais allé. Et après, j'ai commencé donc le 2SS où j'ai fini. Et en 2006, je suis rentré au pays où voilà, j'ai commencé les enseignements dans le privé. Et après 3 ans d'enseignement dans le privé, j'étais nommé donc à la CENI. Et c'est à la CENI que j'ai fait la rencontre d'un homme qui était nommé à la CENI au titre donc du MPS. Un jour, j'étais dans son bureau, on échangeait autour de midi 13h. Si vous voulez, c'est pas un secret. Ouais. Pour lui dire merci, je vais citer son nom. Je pense que ça va pas le gêner. Parce qu'il a été un homme honnête, généreux. Et, le ministre Youssouf Abassala. S'il nous suit en ce moment, je lui dis bonsoir. Et on échangeait et il me dit, mes petits frères, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Il dit, ben, je suis ici avec toi à la CENI. Il dit, non, mais en dehors de la CENI, tu fais quoi? Je dis, j'enseigne. Tu enseignes où? J'enseigne dans les instituts privés. Il dit, c'est tout ce que tu fais? Je dis, oui, c'est tout ce que je fais. Il dit, mais tu n'es pas fonctionnaire de l'État? Je dis, non. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais le pourquoi, c'est à toi de me répondre. Il dit, non, je suis sérieux. Je dis, moi aussi, je suis sérieux. Parce que j'ai obtenu tel diplôme, je suis rentré, des amis avec qui j'ai étudié, ils ont eu le même diplôme que moi. Il y a d'autres qui sont venus après moi, qui ont obtenu l'intégration. Ils travaillent, mais moi, à chaque fois que mon dossier arrive, au moment où on étudie les dossiers, on fait le tri pour retenir ceux qui doivent être intégrés. On demandait mon identité parce que j'ai des amis qui étaient souvent dans la commission qui m'ont rendu compte. Ils disaient, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est de quel parti et tout? Quand on leur disait que j'étais d'un parti de l'opposition, en temps, je militais dans le phare, Parti Fédération, dirigé jusqu'aujourd'hui par Yorongar Ngarledji. Et quand on disait ça, on mettait de côté mon dossier systématiquement. Et je lui ai raconté ça. Il dit, c'est vrai ce que tu dis? J'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, ok. Après, on a changé de sujet. Après, j'étais sorti pour regagner mon bureau. À la fin de l'heure, autour de 15 heures, il sort, il envoie son garde du corps m'appeler. Je sors, il dit, monte avec moi. Je lui ai pas posé la question, mais où est-ce qu'on est en train d'aller? Je suis monté dans sa voiture parce que c'est un grand frère, je lui fais confiance. Je suis monté avec lui dans la voiture et on était allé au ministère de la fonction publique. C'est quand on virait pour y entrer que je me suis rendu compte qu'on était en train d'aller là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il était devant, je marchais derrière lui. On est entré derrière le ministre. C'était une dame à l'époque. On était debout, la dame nous dit, le ministre nous dit, prenez place. Il dit non, on n'est pas venu pour nous asseoir. Je dis non, mais pourquoi vous êtes venu dans mon bureau, je vous donne la place, vous ne vous asseyez pas. Il dit non, on est venu pour demander quelque chose. Et quand quelqu'un a un problème, il ne s'assoit pas. Et madame, le ministre dit ok, quel est le problème? C'était pas Fatima Tchombe bon, ben, si vous voulez, si vous voulez. Comme vous devinez, bon, je vous laisse deviner. Voilà. Et il dit, le petit que tu vois là, il fait plein de choses avec nous à la CENI. Il dit, le travail, on avait fait quelques mois, on avait commencé les travaux de la CENI fin juillet. Et nous étions fin novembre, quand on était allé au ministère de la fonction publique. Il dit, on est en train de rédiger plein de choses et c'est le petit que tu vois là qui nous aide à tout faire. Et c'est pour le Tchad qu'il est en train de travailler et le Tchad lui doit reconnaissance. Tout ce que je te demande, c'est de l'intégrer, si tu peux. Et madame dit, oui, mais bon, on va voir, c'est difficile, des trucs et tout. Il dit non.
je sais que c'est difficile, c'est pour ça que je suis venu. Si c'était facile, je ne venais pas. Ouais. C'est parce que c'est difficile que je suis venu te demander. C'est un service que je te demande. Si tu peux rendre ce service-là. Il a insisté plus de 4 fois. Et après, on est sorti. Il m'a demandé de sortir, je suis sorti. Après, il a causé un peu avec madame, après moi. Bon, ils sont du même bord politique, donc ils ont causé entre eux peut-être d'autres choses. Et après, il est sorti, on est reparti, il m'a déposé, redéposé, donc au bureau de la CENI. Un mois après, jour pour jour, l'arrêté d'intégration est sorti. C'est comme ça que j'ai été intégré à la fonction publique. Et C'est en quelle année exactement? L'arrêté d'intégration était signé vers fin décembre 2009 et j'ai pris service le 10 janvier 2010. Donc c'est depuis 2010 que je suis devenu fonctionnaire de l'État. Donc Voilà. voilà à peu près. Ça, c'est un peu votre parcours déjà scolaire et universitaire également. Exactement. Alors, puisque cette émission est une émission purement politique, nous allons s'intéresser à votre engagement dans la chose politique. Vous avez souligné donc tout à l'heure dans vos propos que vous étiez militant du parti phare de Ngardéji Yorongar. Comment est-ce que vous vous êtes engagé dans la chose politique? Le comment, je vais vous raconter. C'est passionnant. D'abord, j'ai aimé faire le droit très tôt. En classe de 6e, 5e, je me disais déjà que j'allais faire le droit. Je ne savais pas grand-chose, mais je disais que j'allais faire le droit. Et faire le droit, pour moi, c'est un tremplin pour un atout. Pour me permettre donc de faire la politique. Après le bac, je me suis inscrit en droit. Quand j'étais en 3e année de droit, c'était en 2001, les élections présidentielles devaient se tenir. La campagne présidentielle avait commencé. Entre-temps, je n'avais aucun engagement politique, je n'avais aucune carte d'un parti politique. Les amis étudiants s'étaient constitués. J'étais pas avec eux, je ne savais pas ce qui se passait, mais ils s'étaient organisés pour aller voir la direction de campagne du MPS. Leur objectif, c'était d'avoir de l'argent. Et quand ils s'étaient constitués, entre eux, ils ont discuté. Ils disent, mais qui doit nous représenter? Et ils ont discuté entre eux et il s'avère que leur choix était porté sur moi. Ils ont envoyé 2 collègues me voir pour dire, bon, nous étudiants en droit surtout, on s'est constitué, on veut soutenir la campagne d'Idriss Déby, mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir un peu d'argent parce que nous sommes étudiants, on a des difficultés, et on sait que si on va là-bas, on aura de l'argent. Et on sait que toi, tu peux nous représenter valablement. Donc, on n'est pas venu demander ton avis, mais on te demande de nous aider. Après réflexion, j'ai accepté. On était parti au siège du MPS, aujourd'hui en face donc de la place de l'Indépendance. Et un bureau a été mis en place. Après, ce bureau a été transformé en coordination des associations de la société civile pour le soutien de la candidature d'Idriss Déby. Et j'ai été nommé rapporteur 2e adjoint. Après, on a organisé le lancement de notre coordination chez l'ancien ministre Oudalbaï, Nam Amoursal. Et dès que l'inauguration était faite, on nous réunit et puis ce qu'on nous demandait de faire, je ne vais pas rentrer dans les détails à cette émission-là, mais des consignes qui nous ont été données ne me convainquaient pas. Et la nuit, je suis rentré, toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai dit, mais moi, je ne partage pas ce que le régime fait. Parce que si nous étudions dans des conditions pareilles, c'est le fait du régime MPS. Et moi, je vais me retrouver là en train de battre campagne pour le MPS, pour lequel je n'ai pas de soutien, je n'ai pas d'affinité, je ne partage pas l'idéologie. Je me retrouve mal.
dans cette histoire-là. Le lendemain matin, j'ai pris la décision qui a nommé la coordination. Je suis allé chez Yorongar. La direction de sa campagne était logée chez lui à la maison. Je suis allé. J'ai demandé à le rencontrer. Ben, on m'a barré la route. Il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer au salon. Il a échangé avec moi. Et après, il a trouvé nécessaire. Il m'a introduit. C'était le même salon, mais c'était un peu plus grand. Donc, il m'a introduit chez lui. J'ai échangé. Je lui ai parlé. Et il dit, OK, ce soir, je serai en campagne à la rue de 40. Donc, viens avec moi. Je dis, OK. Et il me dit, je te donnerai la parole là-bas. Je dis, parfait. J'ai accepté, je l'ai accompagné. J'ai pris la parole. Ce jour-là, c'est le premier jour de mon engagement. Et j'ai pris la parole devant un public. C'était un public fou. Des milliers de gens qui étaient là ce jour-là. J'ai pris la parole et j'ai dénoncé ce qu'on devait faire de l'autre côté. Les instructions qu'on avait reçues, j'avais dénoncé ça publiquement. Et j'ai dit au public que désormais, tout mon soutien est pour le candidat Yorongar Ngarlezi et je demande au peuple qui était là, donc, de voter pour lui. Voilà mon histoire d'engagement politique aux côtés, donc, de Ngarlezi Yorongar, où j'ai milité à ses côtés. Aussitôt, on est descendu, on a fait tout le parcours de terrain ensemble. J'étais avec lui dans sa voiture. Et je lui posais des questions, parce que c'est un homme que j'admirais. Il faut reconnaître, je l'admirais de loin. Donc, je lui posais des questions sur son parcours politique, pourquoi il s'est engagé, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entend faire et tout. Je lui posais ces questions, on dormait dans les campagnes, dans les mêmes cases, sur les mêmes nattes par moment, on mangeait dans le même plat et tout. Donc, j'avais l'occasion de m'habituer à lui. Lui également s'est habitué à moi. Il a appris aussi à me connaître. Et c'est comme ça que le rapprochement, la confiance est née entre lui et moi. Et depuis ce jour-là, il m'a fait confiance jusqu'au jour où je devais quitter le parti. Mais quand je dois quitter le parti, c'est pas suite à un problème. Je tiens à le dire. D'autres journalistes m'ont posé des questions là-dessus. Je leur ai dit, on ne s'est jamais séparé avec Yorongar sur un problème. C'était par conviction personnelle. D'autres amis ont décidé de créer un parti. Ils se sont approchés de moi pour dire, nous on pense que tu peux nous aider à créer le parti et à le diriger. Et en ce temps-là, quelque chose aussi tournait dans ma tête. Vous avez déjà l'ambition. J'avais déjà cette ambition-là, mais je trouvais le cadre au sein du phare. Ça commençait à ne plus me suffire parce que je ne pouvais pas exprimer normalement mes idées puisque je ne suis pas le premier responsable. Donc pour parler, pour voilà, faire des déclarations, il fallait d'abord avoir l'avis du président du parti et tout, et ce qui ne se faisait pas parce que malgré mon affinité avec le président Yorongar, je n'étais pas dans le bureau du parti jusqu'à ce que je quitte. En plus de pratiquement 15 ans de militantisme dans le parti, je n'ai jamais appartenu au bureau du parti. Même les sections de quartier, non. Mais à chaque fois qu'il avait besoin de moi, il m'appelait pour des discussions importantes, il me consultait. Je lui donnais mon avis à cœur ouvert, je l'ai soutenu jusqu'au jour où je devais quitter. J'ai écrit ma lettre de démission et dans la lettre, j'ai clairement dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais quitter, nos chemins vont se séparer, mais je lui dis merci par rapport à la formation qu'il m'a donnée, et je lui suis reconnaissant, et que sur le terrain politique, il se pourrait qu'on se retrouve en train de collaborer pour un but donné et tout, mais à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus militant de son parti. Et quelle était sa réaction lorsque vous avez déposé votre démission? Il n'a pas répondu, curieusement. Quand je n'ai pas remis ma démission à main propre, il y avait un collègue, un autre militant du parti, je l'ai invité, on a échangé, on a pris un pot ensemble et je lui ai exposé mon avis. Et je lui ai remis donc la lettre de démission et c'est lui qui est parti remettre ça à Yorongar. Et le militant en question était d'accord avec votre décision ou bien il a essayé de vous convaincre de rester avec eux? Il n'a pas trop insisté, honnêtement, il m'a compris. Parce que
mon intention était trop claire, ma position était claire, que personne ne pouvait me convaincre de continuer à militer dans un autre parti que de créer le parti pour lequel je me suis déjà engagé avec les autres collègues. Donc il est parti remettre la lettre et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas répondu. Mais selon les nouvelles que j'ai reçues des anciens camarades qui sont restés dans le parti, il n'a pas trop apprécié. Mais il ne m'a pas non plus accusé. Tout le monde disait, mais Yorongar, tu démissionnes, il va te poursuivre, des trucs et tout. J'ai dit non, Yorongar ne peut pas me poursuivre parce qu'il me connaît, je le connais. Voilà, je ne lui ai jamais fait du mal, je ne lui ai jamais manqué du respect. Et j'ai toujours exprimé ma loyauté au parti jusqu'au jour où je dois quitter. Donc, il n'y a pas de raison qu'il me poursuive, mais il va s'appuyer sur quoi pour me poursuivre? Il n'y a pas de raison. Et voilà, depuis lors, il ne m'a rien dit, je ne lui ai rien dit. Bon, maintenant, voilà, les choses se passent très bien. Donc, voilà. Nous allons revenir sur la formation donc, de votre parti politique, mais avant cela, permettez qu'on revienne un peu en arrière. Étant donné que c'est grâce à vos amis, vos collègues donc, que vous avez pris l'engagement d'aller au sein du parti, par exemple MPS, vous avez été nommé en tant que jeune comme rapporteur dans le bureau. Et lorsque vous avez changé votre décision, quelle a été la réaction d'abord de ceux qui étaient allés vers vous pour vous convaincre de les représenter et aussi la réaction des militants du MPS? Mais moi, je n'étais pas militant du MPS. Je n'ai jamais été militant du MPS. Mais les collègues qui étaient venus me voir, me demandant de les représenter, ils savaient ma position. Je leur avais même dit que moi, je ne suis pas militant du MPS et je ne compte pas militer dans le MPS. Mais ils m'ont dit pardon. Mais l'objectif, c'était d'avoir un peu de l'argent. Un peu de l'argent. Oui. C'était simplement ça. Donc, quand je devais quitter, je n'ai dit à personne. Comme je vous dis, c'est la nuit qu'on a inauguré la coordination qui devait battre campagne. Quand on a fini, j'étais rentré malade. Psychologiquement, j'étais malade. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai quitté tout droit pour aller chez Yorongar pour, faire ma déclaration le soir pendant la campagne. Et les amis qui m'ont demandé d'aller les représenter, ils avaient tous peur. Ils avaient peur parce que c'était une décision quand même de grande envergure. Ils avaient peur. Mais du côté du MPS, ceux avec qui on avait travaillé pendant au moins 2 semaines pour mettre la coordination en place, c'était des menaces parce que dans le groupe, il y avait des militaires qui étaient dans la garde présidentielle, qui étaient nos conseillers. La première dame de l'époque, pas l'actuelle première dame, était aussi présidente d'honneur de notre coordination. On était 2 étudiants dans la direction. Mon ami, 2 jours après, il est venu me dire, mais tu as exposé ma vie. Et j'ai versé des larmes parce que c'est quand il m'a dit que j'ai réalisé la gravité de mon acte. Parce que je ne lui ai pas dit. Parce que pour moi, si je lui dis, il va tenter de me convaincre de rester. Mais comme ma position était tranchée, et comme je vous l'ai dit, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et pour moi, c'est de ne plus remettre pied là-bas pour encore aller, Donc, je ne l'ai pas consulté, je ne lui ai pas fait part de mon intention et je suis parti. Il est venu à la maison chez moi, il m'a dit, mais tu as exposé ma vie. J'ai versé des larmes, je lui ai demandé pardon. Et c'est là où il m'a dit qu'il a été menacé. Les gens l'ont pris. Après ma déclaration à la rue de 40, les gens ont suivi et ils l'ont pris pour lui dire, montre-nous chez Nasra. Lui, c'est un ami. Il m'a couvert, il a refusé de leur montrer chez moi. On l'a menacé et tout. Mais il est resté, il dit non. Avec lui, on ne se rencontre qu'à l'université. Je ne connais pas sa maison. Il m'a protégé, il a exposé sa vie pour me protéger. Et après cela, quand on l'a relâché, il savait, donc il ne pouvait plus repartir encore là-bas lui aussi pour continuer à battre campagne parce que de toute façon, on ne va plus lui faire confiance. Il disait, les étudiants, ils sont dangereux,
des trucs et tout. Donc, lui aussi, il savait ce qu'il attendait. Donc, il n'est plus reparti là-bas pour continuer aussi à battre campagne. Et ceux qui nous ont désignés pour aller les représenter également ne sont plus venus vers moi pour dire, mais on t'a désigné, qu'est-ce que tu nous as fait et tout. Personne n'est venu me poser des questions sur quoi que ce soit. Et puis voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Et votre ami, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, puisque en quelque sorte l'histoire vous a unis pour s'engager ensemble dans le MPS. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? On ne s'est pas engagé dans le MPS, une fois de plus. Dans la chose politique, en fait. Oui. Bon, lui, il n'a pas poursuivi dans la politique. Aujourd'hui, il est avocat. Et il se défend très bien, c'est un ami, il est très brillant, donc il se défend, il est du Nord, moi je suis du Sud, on est restés amis jusqu'aujourd'hui, continue à se faire confiance, mais il n'est pas dans la politique, il est avocat. Alors revenons donc à votre parti politique, vous avez donc après toutes ces années, plus de 15 ans, donc auprès de Ngarle Diorongar pour le parti phare. Vous avez quitté pour créer également votre parti dénommé Un Nouveau Jour. Parlez-nous un peu de ce parti. Merci beaucoup. D'abord, le parti Un Nouveau Jour, c'est toute une philosophie. Déjà à travers le nom, Un Nouveau Jour. Le plus souvent, quand je donne le nom du parti, ça fait réfléchir. Mais les gens, ils comprennent aussi le sens du nom du parti. Comme je l'ai dit, c'est une histoire, c'est une philosophie derrière ce parti. Rien que le nom du parti véhicule déjà l'idéologie même du parti. L'objectif que poursuit le parti se définit déjà à travers le nom, Un Nouveau Jour. On a estimé que le Tchad, depuis l'indépendance, n'a connu que des jours sombres. Ces jours sombres-là sont dus au fait de l'homme. Depuis Ngarta jusqu'à Idriss Déby, le Tchad n'a connu que des moments de guerre. Soit la guerre armée, soit la guerre de la pauvreté, de l'insuffisance alimentaire et tout. Donc, la guerre ne fait que continuer jusqu'aujourd'hui. Et nous, on s'est dit, au moment de la création du parti, mais est-ce que le Tchad n'a pas droit, est-ce que le Tchadien n'a pas droit de sortir de cet état-là pour voir la lumière un jour? Aujourd'hui, sur la scène politique, quand vous regardez des grands, des aînés dans la politique, c'est des gens qui ont, la plupart, a servi sous le régime de Ngarta. Des gens qui ont mangé ensemble dans le même plat. Il y en a qui ont fréquenté les mêmes femmes. Il y en a qui ont eu des différends autour de partage d'argent, où la jalousie autour des nominations à des postes de responsabilité les a opposés. Donc, ils maintiennent le peuple tchadien dans ces jours noirs. Aujourd'hui, les Tchadiens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quelquefois même des Tchadiens du sud, ou même des Tchadiens du nord entre eux, ne peuvent pas se regarder dans les yeux et se dire un certain nombre de vérités. Se regarder en tant que Tchadiens, en tant que frères. Parce que si nous partageons le même territoire, nous sommes frères. Mais les Tchadiens n'arrivent pas aujourd'hui à se regarder dans les yeux, tout simplement du fait de ces hommes-là. Toutes les guerres qu'on a connues au Tchad, c'est des guerres, quand vous cherchez la raison, la raison n'est pas fondée. Pour des intérêts C'est pour des intérêts égoïstes, des intérêts purement individuels. Parce que tel ne m'a pas respecté, parce que tel me devait de l'argent, il m'a écarté, je devais être nommé, c'est lui qui est parti voir le président pour que je sois écarté. Je l'ai rencontré chez une fille que j'ai fréquentée. Généralement, c'est autour de ces choses-là. Et les gens entraînent les autres Tchadiens derrière eux.
Derrière ces problèmes de rivalité, ces problèmes de détournement d'argent, des mésententes, des querelles qui n'ont aucune importance, ils ont entraîné tout le peuple tchadien derrière eux, dans cette division-là. Et aujourd'hui, cette division est institutionnalisée. Et nous, au sein du parti, on a dit, on va créer ce parti, on va militer, on va créer des plateformes, où on va commencer par la jeunesse. On va rassembler des jeunes autour de nous, autour des plateformes, et leur dire, dites-nous aujourd'hui ce qui vous oppose. Si vous êtes du Sud, dites à celui du Nord ce qui vous oppose à lui. Et que celui du Nord dise à celui du Sud, qu'est-ce qui m'oppose à toi? Celui de l'Est, de l'Ouest, du Centre, même chose. Et vous trouverez qu'il n'y aura aucune raison valable qui oppose aujourd'hui le peuple tchadien. Il n'y a aucune raison valable. Mais c'est de l'instrumentalisation. Tout simplement parce que je crée un parti, je suis de telle région, donc je dois avoir ma famille autour de moi, donc il faudrait que je leur dise que mais ceux-là sont vos ennemis, ils ont tué tel, ils avaient combattu tel, donc méfiez-vous, faites attention et tout. C'est tout simplement ça. Pour que, à un moment donné, parce que tant qu'on ne va pas gagner cette bataille d'unité nationale, l'unité nationale dont il est question, les gens chantent ça du bout des lèvres, mais ils ne sont pas sincères, parce qu'ils utilisent toujours les mêmes choses là pour diviser le peuple tchadien. Mais tant qu'il n'y aura pas une vraie réconciliation de cœur, tant qu'il n'y aura pas un vrai pardon entre les Tchadiens par rapport au passé, le Tchad va continuer dans cette série noire-là. Ça va continuer. Et nous, on dit, arrivé à un moment donné, il faut rompre la chaîne. Il faut amener les Tchadiens à rompre cette chaîne-là. C'est dire, mais nous n'allons pas continuer. Les rébellions doivent s'arrêter. Les divisions à l'intérieur, sur des bases, quelquefois même religieuses, toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Un régime doit arriver au pouvoir et dire ça n'est de trop. Nous sommes tous issus d'un même pays, nous sommes frères et sœurs, nous devons nous donner les mains, avancer ensemble dans la même direction. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on s'est dit, tant que celui qui arrive au pouvoir n'arrive pas à dire je pardonne le passé, je pardonne à mon bourreau, je pardonne celui que je regarde comme ennemi, celui qui est allé dans mon village, qui a brûlé les cases, qui a brûlé peut-être le produit de mon élevage, tout ça, si je ne lui pardonne pas son acte, on ne peut pas avancer d'un pas dans ce pays-là. Donc il faut, à un moment donné, faire table rase du passé et commencer ce nouveau jour-là. Ce jour où le Tchadien, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national, le Tchadien va regarder n'importe quel autre Tchadien comme étant son frère avec qui il doit travailler pour le développement donc de son pays. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à ça, on ne va pas se pardonner. Un jour, je vous raconte une anecdote. J'étais en train d'enseigner dans une université privée, cette année même, en 2019. J'échangeais avec mes étudiants autour des questions politiques et tout, parce que souvent quand j'arrive, ils me poussent à ça. Et il y a un qui dit, mais docteur, on veut vous dire une chose. Le jour où le régime MPS va tomber, il va y avoir la vengeance. J'ai dit, monsieur, je t'arrête net et je ne te permets plus de prononcer ce mot-là. À ton âge, tu es encore à l'université. Tu dois avoir autour de 20 ans, 21 ans. Je t'interdis de prononcer ce mot-là prochainement. Et je vais t'expliquer pourquoi je te l'interdis. Tu es en train de vouloir perpétuer la haine dans le cœur des Tchadiens. Tu es en train de vouloir continuer quelque chose que les gens ont créé, que tu ne connais même pas pourquoi ils l'ont créé. Tu veux perpétuer ça dans ton innocence. Qui t'a fait du mal? Il dit non, mais le régime là, il nous expose. Si un jour, le régime s'en va, nous, la jeunesse là, on va se venger contre nos bourreaux et tout. Je dis non. Vos bourreaux là, vous n'allez pas les trouver dans l'ethnie du président de la République. Ceux qui sont de l'ethnie du président de la République souffrent
au même titre que tous les autres Tchadiens. Il y a quelques rares qui profitent du régime. Donc, l'effet d'une personne ne peut pas, en droit pénal, on dit que la peine est personnelle. Donc, c'est pas parce que mon père, mon neveu, mon cousin, mon oncle a commis une faute que moi, je dois répondre à sa place. Et j'ai dit, vous êtes jeunes, regardez-vous entre vous comme des gens qui doivent demain remplacer la classe politique actuelle. Et si vous voulez valablement remplacer la classe politique actuelle, c'est de vous donner les mains, de dire que nos aînés ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? À nous de relever le défi. À nous de relever le défi. Nous devons arrêter cette chaîne-là. Donc, le jour où vous allez vous marier, commencez à parler à vos enfants. Le voisin là, c'est ton frère. C'est lui avec qui tu t'assois sur le même banc à l'école. Regarde-le comme ton frère. S'il a faim et que toi tu as mangé, partage avec lui. S'il est venu à l'école et qu'il est blessé, aide-le à panser sa plaie. Si toi tu es venu avec quelque chose à manger, alors que lui, ses parents n'ont pas la possibilité de lui donner à manger, partage ton repas avec lui. Ne lui demande pas son ethnie, ne lui demande pas son appartenance religieuse. Ne pose pas cette question, mais regarde-le comme ton frère, comme ta sœur. Pour qu'une nouvelle mentalité émerge dans cette nation-là. Moi, ça me choque. Quand j'effectue des voyages dans des pays africains, mais quelquefois, c'est à l'heure de prière, ou soit le dimanche, que tu sauras que tel est chrétien. Si c'est le vendredi, ou même les autres jours à l'heure de prière et que quelqu'un dit « excuse-moi, je vais aller prier ». C'est là où tu te rendras compte que tel est musulman. Mais quand ils sont ensemble, tu ne sauras jamais. Mais au Tchad, on n'arrive pas à surmonter cela. Si je suis avec quelqu'un qui est un chrétien, si moi je ne suis pas chrétien, je suis avec un musulman et moi je ne suis pas musulman et tout, il y a quelque chose, il y a ce sentiment de méfiance-là. On tente de faire attention, tout ça, parce que quelqu'un nous a dit, méfiez-vous de celui-là, méfiez-vous de tel. Mais bizarrement, docteur, on est en train de lorsque construire. les Tchadiens se retrouvent déjà à l'étranger, ce n'est pas le cas. Exactement. Quand on se retrouve à l'étranger, nous sommes frères. On mange ensemble. On dort ensemble. Quelquefois, on loue même des mêmes chambres. Chrétiens, musulmans, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble. Aujourd'hui, c'est celui-là qui prépare. Demain, c'est tel autre qui prépare. Mais dès que vous traversez la frontière, vous rentrez déjà au Tchad, ni vu ni connu. Vous ne pouvez même plus vous rendre visite et tout. C'est pour ça que j'ai dit, le problème ne se situe pas au niveau de la jeunesse. Ça se situe au niveau des aînés. Les parents qui n'arrivent pas à bien orienter les enfants. Et tout ça, c'est le fait de la classe politique. C'est pour ça que un nouveau jour a été créé pour lutter. Nous sommes en train de lutter, nous sommes sur la bonne voie. Je pense qu'on va arriver un jour au pouvoir. La population nous comprendra. On va arriver au pouvoir. Et nous pensons qu'avec notre arrivée au pouvoir, un jour, les Tchadiens vont essayer de changer de comportement, de changer de perception de l'autre pour que le vrai développement puisse donc commencer. Tant qu'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir de développement. Impossible. Tant qu'on ne collabore pas, on ne travaille pas ensemble. Parce que chacun se dit, bon, moi je suis au pouvoir aujourd'hui. Il faut vite faire. Vite faire, c'est quoi? C'est détourner de l'argent, mettre de côté. Parce que le jour où je ne serai plus au pouvoir, les autres vont arriver, ils vont me poursuivre, ils vont arracher ce que j'ai, donc il faut mettre de l'argent dans des comptes bancaires à l'étranger et tout. Donc, il y a ça dans les maths. Quand aujourd'hui, on nomme un ministre, mais la première des choses à faire, c'est de se dire comment faire pour se remplir la poche rapidement, parce qu'après 2 mois, après 3 mois, je vais partir. Donc, pour rompre avec ça, c'est de créer ce climat de confiance que il n'y a pas d'inimitié entre les Tchadiens. Il n'y a pas de haine entre les Tchadiens. Donc, chacun doit travailler pour développer son pays. S'il a de l'argent, qu'il ait la confiance de réinvestir cet argent-là dans le pays pour le développement du pays. Mais un jour, j'étais au Sénégal. À Dakar, c'était en 2013. On était dans le taxi.
Et le taximan me dit, est-ce que tu vois la maison là-bas? Une maison construite en verre. Du haut, c'est une maison de plus de 6 étages. Je n'ai pas compté, mais en regardant, j'ai évalué. C'est minimum 6 étages ou plus. Tout en verre, du haut jusqu'en bas. Il dit, c'est la maison d'un de tes frères. Tchadien, il voulait dire. Et j'ai poussé loin, je dis, mais est-ce que tu connais son nom? Tout ça, il a cherché, après, il m'a retrouvé le nom. C'est la maison qui appartient à quelqu'un qui était au gouvernement, qui a quitté le gouvernement il n'y a pas longtemps. Mais quand tu regardes chez lui au Tchad, c'est pas une maison de même standing. Une maison qui ressemble à rien du tout. Mais les Tchadiens aujourd'hui préfèrent investir ailleurs. Il y a 3 ou 4 ans, sur les réseaux sociaux, on a vu des buildings construits aux États-Unis, au Canada, des trucs par des Tchadiens. On nous dit non, c'est la famille de la première dame, c'est la famille du président de la République, des trucs. Mais s'ils se reconnaissaient Tchadiens, s'ils ont acquis cet argent-là normalement, et s'ils savaient qu'il ne va pas y avoir de la vendetta après le régime, mais ils n'allaient pas investir cet argent-là, même s'ils l'avaient détourné, même s'ils l'avaient volé. Ils n'allaient pas investir cet argent-là chez les autres. Ces maisons-là sont rentables aux autres. Eux-mêmes qui les ont construites, peut-être ils ne gagnent rien. Mais c'est parce qu'ils savent qu'au Tchad, ça ne marchera pas. Donc, nous, on se dit qu'il faut rompre avec ça. Il faut travailler. Il faut parler aux gens. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Pour que ce nouveau jour-là, une nouvelle lumière jaillisse quand même dans cette nation-là, que les gens se fassent confiance, que les gens fassent confiance à leur pays et qu'ils acceptent d'investir dans leur pays. Vous l'avez créé exactement en quelle année? C'est en 2015. En 2015. Oui. Alors aujourd'hui, le parti Un Nouveau Jour est un parti de l'opposition. En tant que cadre politique, dirigeant donc d'un parti politique de l'opposition, quel regard jetez-vous sur l'opposition démocratique aujourd'hui? Et là, nous abordons déjà le premier axe de notre débat de ce soir. Le parti Un Nouveau Jour a accepté de s'inscrire du côté de l'opposition à cause de la mauvaise gestion du régime en place. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va collaborer avec le régime pour gérer. Parce que beaucoup ont tenté, ils n'ont pas réussi. Et beaucoup de ceux qui ont tenté de gérer avec le MPS l'ont regretté. Ils ont appris à leurs dépens, ils le regrettent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on voit du côté de l'opposition? C'est une déception. C'est une déception, mais on ne peut pas faire autrement. Je vais vous faire la genèse des choses pour vous faire comprendre ma déception aujourd'hui de l'opposition, du comportement des opposants. En 2001, quand j'ai fait mon adhésion au phare, c'était pendant les campagnes présidentielles. Tout à fait. Tout Tchadien vivant au Tchad sait qu'en 2001, Yorongar avait gagné les élections présidentielles. Les résultats ont été truqués. Mais pendant la campagne, il y avait un accord qui était signé entre les candidats de l'opposition. Ils étaient 6. Mais quand il y avait eu trucage, la population était sortie pour manifester. Eux, ils s'étaient retirés chez Saleh Kebzabo en concertation pour voir est-ce qu'il faut sortir et appeler le peuple à une grande manifestation ou pas. Ils étaient en train de disputer quand ça grouillait dehors. Vous vous rappelez que Selgué a été tué par la police. Ce jour-là, à cause de cette manifestation-là, il a perdu sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient là en débat, il y en a parmi eux, je cite pas le nom. Il dit, mais Yorongar, toi, tu penses que tu vas devenir président pour nous gouverner, nous, là? Moi, les gens disent que tu as déjà dit que tu vas former ton gouvernement et que moi, je vais être ministre de la Défense, l'autre va être ministre des Finances, celui-là va être ministre de l'Intérieur. Tu penses que nous, là, on va travailler dans ton gouvernement? Les guerres ont commencé déjà. Entre eux, déjà. Alors que les résultats sont proclamés. Déby a gagné au premier tour, mais ils devaient sortir pour aller revendiquer leur victoire, la victoire de l'opposition.
guéguerre entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La police est arrivée pour les ramasser tous, à partir de chez Kebzabo, directement en prison. Après quelques heures, les autres étaient libérés. Yorongar a été conduit dans un commissariat de la place où il a été torturé. Il allait même perdre sa vie là-bas. Et tout. Ça, c'est de un. La première expérience, mauvaise expérience que j'ai connue. Deuxième mauvaise expérience, c'est le dialogue ayant abouti à l'accord du 13 août 2007. Le dialogue a commencé en décembre 2006. Quand le parti a été convié aux premières concertations et autres, j'étais celui-là qui accompagnait le président Yorongar à toutes les rencontres. Quand le dialogue a commencé, nous n'avions pas raté un seul rendez-vous. Donc j'ai suivi, j'ai participé à ce dialogue-là de bout en bout jusqu'au jour où il y a une cellule qui a été créée pour rédiger maintenant les conclusions du dialogue. Et c'était là-bas que les autres ont tout fait pour nous écarter. Et c'est comme ça que le phare n'avait pas signé l'accord du 13 août 2007. Maintenant, après l'accord, là, il y avait la guerre de 2008, 2 février 2008 et tout. Et après cette guerre-là, la CENI devait être mise en place et tout. Et le parti a porté son choix sur moi pour que j'aille à la CENI pour l'organisation des élections. On a organisé toutes les élections communales, législatives, présidentielles et même le recensement général et tout. On a fait toutes ces opérations-là. Maintenant, lorsque on était à l'approche des élections présidentielles, il y avait un problème qui s'était posé, le problème des cartes d'électeurs pour les élections législatives. Il y avait une multiplicité de cartes. Un électeur pouvait avoir plusieurs cartes d'électeurs. On envoie des cartes d'électeurs, c'est le bureau permanent des élections qui envoie des cartes d'électeurs, par exemple, du 10e arrondissement à Sar ou à Faya-Largeau, des trucs, et des cartes d'électeurs circulaient en ville. Et au sein de l'opposition, ceux qui étaient déjà candidats ont dit non, avec les mêmes cartes d'électeurs, on n'acceptera pas d'aller aux élections présidentielles. Donc il faut de nouvelles cartes. Déby les a reçues à la présidence. Il y avait 5 candidats, excepté Déby. Et lors de cette rencontre-là, Déby dit, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas, que les élections ne soient pas organisées après la date pour la prestation de serment. Parce que je ne veux pas entrer dans une période de flottement et tout. Donc si, avec des nouvelles cartes, les élections peuvent se tenir dans le délai pour que le serment soit prêté le 8 août, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Et il y a un qui dit, on va tenir la date. Alors que ils étaient en réunion, ils m'ont appelé. Entre-temps, la maison des médias était encore vers la rue de 40. Ils m'ont invité là-bas, j'étais allé, je leur ai fait toutes les démonstrations comme quoi c'est possible d'obtenir les cartes d'électeurs, mais en un mois. Et si on a les cartes, des nouvelles cartes d'électeurs, en un mois, ces cartes d'électeurs-là seront imprimées à l'extérieur du Tchad. Parce que j'ai pris déjà des contacts avec un imprimeur et tout. C'est possible. Mais ça va jouer légèrement sur la date fixée. Donc, il faut décaler la date, là, soit de 2 semaines ou d'1 mois. Ils ont compris, quand ils sont partis là-bas, ils ont dit, oui, la date sera tenue. Quand ils sont revenus, ils m'ont appelé et tout. J'ai dit, non, mais ça, nous, on a été trahis. Parce que j'ai exposé le problème aux autres collègues de la CENI du côté de l'opposition. Je dis, mais techniquement, c'est pas possible. Je vous ai fait la démonstration, vous êtes partis, vous avez accepté, mais là, ce n'est plus possible. Ils disent, bon, dans ce cas-là, nous, on ne va pas aux élections. Alors qu'en 2011, une fois de plus encore, la victoire était à la portée de main de l'opposition. J'ai réfléchi, ils disent qu'ils ne vont pas aller. Ils préparaient un meeting qui s'était tenu à l'espace Fest-Africa. Les 3 candidats. Avec Yorongar, Kebzabo et puis Kamougué. Un soir, j'étais allé chez Yorongar, qui est mon président. J'ai dit, président, moi, je ne suis pas d'accord que vous boycottez l'élection présidentielle. Je lui ai fait les démonstrations. Il dit, ce que tu dis est convaincant.
Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, je souhaite que, comme déjà Déby est candidat, il y a 2 autres candidats qui ont quitté vos rencontres et qui disent qu'eux, ils vont aller aux élections. C'était Payemi et puis Nadi Madou. Ils disent eux, ils vont aller aux élections. Donc, il y a déjà 3 candidats. Vous êtes 3. La stratégie, c'est que 2 d'entre vous se désistent au profit de l'un qui affronte les 3. Et vous, les 2 autres, le soutiennent. Vous fédérez vos moyens, vous soutenez un candidat parmi vous pour battre Déby aux élections prochaines. Il a compris, il dit, c'est une bonne idée, mais moi, je ne prendrai pas l'initiative d'aller discuter avec les autres. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux, va discuter avec Kebzabo. J'ai dit, d'accord. J'ai quitté de chez lui directement, j'ai été chez Kebzabo. Je lui ai fait la démonstration, il dit, ce que tu dis est vrai parce que j'ai fait le tour du pays vers le nord et j'ai compris que même au nord, les gens ne sont pas prêts à voter encore pour Idriss Déby. Donc la victoire est à portée de main. Donc ce que je te conseille, fais appel à d'autres de tes collègues de la CENI et convoquer une réunion des candidats. De préférence chez Kamougué, on va se rencontrer, on va discuter sur la question. J'ai réuni 5 autres collègues de la CENI. C'était à la Caravelle. Je leur ai exposé les choses, ils ont trouvé l'idée meilleure. Et on a convoqué la réunion chez Kamougué. L'erreur que j'avais commise, c'était de ne pas aller discuter aussi avec Kamougué en tête à tête. Bon, avec lui, il n'y avait pas un rapport direct. Mais je discutais tout le temps avec Kebzabo, je discutais, Yorunga, c'était mon président, donc il n'y a pas de souci. C'est facile de discuter avec ceux-là. Mais avec lui, je n'ai jamais eu une discussion comme ça en tête à tête. Et on était allé, j'ai fait l'exposé. Quand j'ai fini, j'attendais que soit Yorunga ou soit Kebzabo prennent la parole en premier pour soutenir l'exposé que j'ai eu à faire. Ils n'ont rien dit. Après, c'est Kebzabo, je crois, qui a dit, bon, comme le grand frère Kamougué est là, c'est le droit d'aînesse, donc c'est lui qui prend la parole en premier. Et quand lui, il a pris la parole, il dit, mais c'est un brillant exposé. Et les arguments sont convaincants. Mais malheureusement, c'est tardif. Demain, on va être au meeting à l'espace Festafrica. Et la population sait que on vient leur dire qu'on boycotte les élections. Donc, on ne peut pas aller devant les gens aujourd'hui pour dire que on a changé d'avis, on va aller aux élections. Et c'était comme ça que la chose a capoté. Ils ont boycotté effectivement les élections. Ça n'a pas empêché à Déby de régner encore 5 ans. En 2016, l'élection présidentielle de 2016, j'ai produit, le parti venait juste de naître. J'ai produit un écrit. J'ai rassemblé la société civile et les médias à la maison des médias à une conférence de presse. J'ai vu le nombre de candidats, c'était de trop de l'opposition, plus de 10 candidats de l'opposition. J'ai dit non. Quand on fait la cartographie électorale aujourd'hui, parmi cette dizaine de candidatures-là, il y en a au moins 4 qui sont des candidatures crédibles, qui peuvent faire unanimité si on fait la répartition géographique. On peut avoir tout au plus 3 candidats au sud. Un candidat, je cite pas les noms, un candidat qui va fédérer les voix du Moyen Chari et d'une partie du Logone oriental. Un autre candidat qui va rafler les voix d'une partie du Logone oriental et du Logone occidental. Un autre candidat qui va rafler les voix du Grand Mayo Kébi, de la Tandjilé, sachant que les autres aussi vont rafler des voix dans ces zones-là. Et au nord, un candidat qui va rafler une grande partie des voix du nord. Sachant aussi que les 3 autres du sud là auront aussi des voix au nord. Ça va mettre Déby en minorité. Et que les autres candidats se désistent et qu'ils soutiennent les autres candidats. La presse avait posé des questions et tout et tout. Après, on a convoqué des réunions, c'était pas possible. Quand on devait les réunir, ils étaient déjà sortis en campagne. Mais on s'est rendu chez eux, dans leur direction de campagne et tout. On a réussi quand même à les faire signer un accord entre eux, mais c'était plus un accord
où il devait se désister pour diminuer le nombre de candidatures, des trucs, c'était plus possible. Tous étaient allés en campagne, mais il y avait quand même un accord signé de 10 partis politiques qui ont des candidats à l'élection présidentielle. C'était à la maison des médias. Les images circulent encore sur les réseaux sociaux. Si vous tapez un nouveau jour et que vous entrez là-bas, vous allez encore voir les images. Il y a même une copie de l'accord qui est là encore sur le site donc du parti. C'était comme ça que les choses étaient parties. Maintenant, l'accord a permis de mettre en place une cellule technique de traitement des résultats. Cette cellule dont les résultats font polémique jusqu'aujourd'hui. Maintenant, lorsque la cellule devait travailler, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque candidat, dès lors que vous réunissez vos procès-verbaux, mettons ensemble ces procès-verbaux-là pour que la cellule technique, en 3 jours, puisse sortir les résultats. Parce que moi, j'avais travaillé à la CENI. Je sais comment traiter les résultats en urgence. Je peux le faire. Pendant que l'élection était finie, on a attendu. Mais c'est là l'hypocrisie. Des gens qui sont liés par un accord, ils ont des fiches de résultats en main. Mais pour les déposer à la cellule technique là pour le traitement des résultats, c'était tout un tas de problèmes. Tout un tas de problèmes. Ils ne se font plus confiance parce qu'ils connaissent déjà leurs résultats et tout. Et ils savent qui ira. Il devait y avoir un deuxième tour. Ils savaient exactement qui devait aller au deuxième tour et tout. Donc, ils ont refusé de produire les fiches. Et c'est 4 ou 5 jours plus tard qu'on a reçu des fiches, mais pas en nombre suffisant. Mais c'était représentatif. Et les résultats étaient traités. Et on devait publier ces résultats. Il y avait eu des empêchements, des menaces. L'objectif, c'était même de publier nos résultats avant les résultats de la CENI. Pour couper l'herbe sous les pieds. S'il doit y avoir fraude et tout, voilà. Mais il y avait eu des menaces et tout, et puis voilà. Donc, une fois de plus encore, l'opposition a fait capoter cette bonne intention qu'on avait. On a offert nos offices. Mais entre eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens se disent que le régime en place gère mal. Tout le monde le sait. Le MPS est arrivé à bout de souffle. Il n'y a plus d'imagination. Mais comment faire partir un régime qui est resté au pouvoir pendant pratiquement 30 ans aujourd'hui? Si on ne se serre pas les coudes, si on ne réfléchit pas ensemble, si on ne met pas ensemble nos moyens, on ne peut pas faire partir le MPS du pouvoir aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Aujourd'hui, quand vous regardez sur la scène politique, c'est honteux ce qui se passe. La loi dit, par rapport au chef de l'opposition... Le chef de file de l'opposition, tout à fait. La loi dit, lorsque les élections législatives sont organisées, le parti qui va obtenir plus de sièges à l'Assemblée nationale, son chef sera désigné comme chef de l'opposition. Et que le mandat couvre la législature. Donc, il faut des prochaines élections législatives pour compter le nombre. Et si un autre parti venait à avoir plus de députés, ce parti-là va désigner le chef de l'opposition. Et c'est comme ça que les choses devaient fonctionner. Depuis 2010, les élections législatives ne sont pas encore organisées. Des députés qui sont morts. On n'a pas organisé les élections partielles pour leur remplacement. Mais on s'arrange à saisir la Cour suprême. Une Cour suprême, la haute cour quand même. Par quelle interprétation? Qui dit que l'UNDR, qui avait plus de députés à l'Assemblée, ils ont tout fait pour qu'un député quitte et rallie le parti au pouvoir, et on dit, bon, le nombre là a diminué, donc désormais c'est tel autre parti, donc le chef de l'opposition, là, il perd son titre au profit d'un autre. L'UNDR qui se retrouve avec 7 députés, avec 7 députés, de l'autre côté 8. L'URD qui se retrouve avec 8, mais sans toutefois organiser de nouvelles élections. Donc la loi, c'est une loi qui n'a même pas besoin d'être interprétée, même un littéraire, même celui qui n'a jamais fait le droit, il lit, il comprend. Il faut une nouvelle législature. Et on nomme quelqu'un d'autre chef de file. Et aujourd'hui,
l'opposition n'arrive pas à s'entendre, même pour des simples réunions là. On dit mais qui convoque? Est-ce que c'est Kebzabo? Est-ce que c'est Félix? C'est qui? Et tout. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive pour fédérer les deux tendances là, on est obligé de mettre en place une coordination qui est encore critiquée aujourd'hui. Tout à fait. Donc l'opposition, chacun... Vous faites partie de cette coordination? J'en fais partie. Donc ça fait désordre aujourd'hui au sein de l'opposition. Et tout le temps, pendant les assemblées générales qu'on tient, j'ai dit, chers amis, on est en train de faire l'affaire du MPS. Le MPS n'attend que ça. Parce que le MPS sait qu'il ne peut pas gagner les élections dans ce pays-là. Que ce soit les élections législatives, les élections communales ou l'élection présidentielle, le MPS sait qu'il ne peut pas gagner aujourd'hui. Pour gagner là, il faut poser l'opposition en son sein pour que les gens ne s'organisent pas, que les gens ne sortent pas vers les électeurs pour aller leur parler et tout, pour gagner les élections. Donc on nous oppose entre nous. Donc chers amis, laissons tomber cette histoire-là, réfléchissons, organisons-nous, comment faire pour affronter le MPS dans les urnes le moment venu. La réflexion de l'opposition devait tourner autour de ça. Mais quelquefois, il y en a qui créent des partis politiques, non pas pour conquérir le pouvoir, mais pour tout de suite avoir un peu d'argent pour, faire ce qu'on veut. Et l'élection, c'est le dernier souci. Malheureusement, c'est ça. Et quand on observe un peu ce qui se passe, ce n'est rien d'autre que ça. C'est une question d'argent. Donc, on ne peut pas s'asseoir. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un parti pris individuellement de l'opposition ne peut pas s'organiser au mieux pour aller battre le MPS dans les urnes. Parce qu'ils utilisent l'appareil de l'État, ils utilisent les fonds de l'État, ils achètent les consciences, ils forcent les gens à les voter. Donc, si on ne s'organise pas pour contrecarrer tout ça là, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais on n'arrive pas à s'organiser. Docteur Nazgar, vous êtes un homme de droit. Vous êtes en train donc d'analyser ce qui se passe au sein de la classe politique, surtout de l'opposition. Aujourd'hui, avec la création de la coordination générale de l'opposition, dont vous êtes membre et qui est coordonnée, sinon dirigée par Saleh Kebzabo. Il y a également de l'autre côté le nouveau chef de file de l'opposition. En tant qu'homme de droit, dites-nous quelle est l'organisation qui est au-dessus de l'autre, selon le texte et selon le droit surtout. Non, il y a aucun texte qui permet quoi que ce soit ou qui interdit quoi que ce soit. Je vous ai cité la loi qui institue donc le chef de l'opposition. Quand vous lisez cette loi, elle dit tout simplement que le parti qui a plus de voix ou de sièges à l'Assemblée nationale, son chef est désigné chef de l'opposition. Le chef de l'opposition est un titre honorifique. C'est pour des concertations ou des consultations si le président de la République en a besoin. S'il veut réunir les partis politiques, il s'adresse à celui-là qui convoque les autres. Si l'opposition a besoin d'organiser des rencontres en son sein, celui-là convoque les autres. Pour des concertations, il préside les réunions. C'est purement protocolaire, c'est honorifique. Ça ne crée pas une hiérarchie au sein de la classe politique de l'opposition. Les partis politiques se valent. Les partis politiques se valent. Et les chefs de partis politiques se valent. Il n'y a pas de hiérarchie. Et les partis qui sont créés légalement ont le droit de s'organiser comme ils veulent. C'est pour ça qu'il y a des regroupements qui se créent. Aucun regroupement n'est plus important qu'un autre regroupement. Donc, que ce soit la coordination générale de l'opposition ou le chef de l'opposition, tout ça, il n'y a aucune organisation qui soit au-dessus de l'autre. Légalement, il n'y a pas de hiérarchie à établir. Le chef de l'opposition reste chef de l'opposition. Les partis politiques, même de l'opposition, ne sont pas obligés à venir à des rencontres convoquées par le chef de l'opposition. Chacun est libre. La preuve est que beaucoup de partis, lorsque Kebzabo était chef de l'opposition, il y a beaucoup de partis qui refusaient de venir. Ils disent, si c'est Kebzabo, nous ne venons pas. Mais ça n'a pas empêché à ce que ceux-là soient de l'opposition.
Et s'il y a des manifestations ou des rencontres, que ce soit à la présidence ou n'importe où les partenaires qui veulent rencontrer l'opposition, ça n'a jamais empêché à ce que ces partis-là soient reçus. Donc, il n'y a pas de hiérarchie institutionnalisée. Il n'y en a pas. C'est un titre purement honorifique qui ne devait pas diviser les gens. Mais malheureusement, une fois de plus, l'homme est l'homme. Il y a la question d'honneur, il y a l'orgueil, il y a tout ça qui accompagne. Donc voilà. Mais aujourd'hui, Kebzabo, par exemple, a organisé une conférence de presse pour dire que bon, lui, il laisse tomber cette lutte-là, il n'est plus dedans. Et c'est comme ça que les autres partis qui se réunissaient, nous qui nous réunissions régulièrement à la maison des médias pour tenter donc de rallier les deux bords, on a dit on va créer une coordination de l'opposition. Puisqu'il y a division, il faut créer une structure qui réunisse donc tous les partis de l'opposition. C'était ça l'objectif. Peut-être l'erreur commise, c'était d'accepter que l'un des deux belligérants soit coordonnateur. C'était ça l'erreur. Et ce n'est qu'après que moi, personnellement, j'ai réalisé. Parce que si l'objectif était de faire venir tout le monde dans une organisation pour se concerter, pour réfléchir, pour se préparer au mieux pour affronter les élections à venir, et que les deux qui ne s'entendent pas et qui, cette mésentente qui a amené la division à notre sein là, on ne devait pas permettre à un de diriger la coordination. Docteur Nasngar, il se trouve que cette coordination générale est constituée seulement que de 6 partis politiques de l'opposition, c'est bien cela? Non, non, pas du tout. C'est plus de 35 partis. Plus de 35 partis de l'opposition. Aujourd'hui, il y a tous les regroupements des partis politiques qui existent sont dans cette coordination générale de l'opposition. Que ce soit la CPDC, le FONAC, le FRODAT, le CCPOD, en tout cas tout ce qui est regroupement que vous connaissez, et les partis politiques non regroupés qui se retrouvent aujourd'hui et on se concerte maintenant au moins une fois dans la semaine. On organise des concertations. Le samedi dernier, par exemple, au complexe Bagao de Walia, on a organisé une conférence débat. Tout à fait. Où vous y étiez, votre chaîne était là. On a animé, c'était cette coordination-là qui a organisé cette conférence débat-là et tout. Donc, voilà, c'est pas 6 partis politiques, c'est tous les regroupements, plus de 30 partis politiques qui se retrouvent dans cette coordination-là. L'objectif, c'est de refuser la division qu'on observe aujourd'hui au sein de l'opposition. C'est ça l'objectif de cette coordination. Voilà. Nous allons évoluer, le temps nous prend à la gorge. Le deuxième axe donc de cette émission, le CNDP, cette institution qui a été mise en place et qui arrive déjà à la fin de son mandat. Il y a également la mise en place de la nouvelle équipe qui a fait l'objet, qui a été également inscrit donc à l'ordre du jour de la rencontre d'hier au palais présidentiel, dont vous étiez également. Qu'attendez-vous, sinon d'abord le bilan que vous tirez de cette équipe qui vient de finir son mandat, et qu'attendez-vous de la nouvelle équipe, surtout en ce qui concerne également l'organisation, la composition? Il faut reconnaître que la création du CNDP a été une erreur. La création, c'est pas une erreur, mais que l'opposition accepte cet organe-là qui coordonne les activités des partis politiques est une erreur. Le président de la République, il faut le lui reconnaître, il est très intelligent. Il sait manipuler, il voit loin ce qui doit arriver. Si un homme est resté, voilà, il anticipe. Si un homme a réussi, contre toute attente, à rester au pouvoir pendant 30 ans aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il sait manipuler. Le CNDP est un instrument de manipulation. Il y a au moins 200 partis politiques aujourd'hui au Tchad. Mais comment comprendre qu'on va donner le pouvoir à 30 partis politiques qui vont décider du sort des autres partis politiques? Peut-être que c'est des partis politiques crédibles. C'est pas sur la base de crédibilité. Je vais vous raconter même des anecdotes liées au fonctionnement du CNDP. On dit, le CNDP se retrouve en train même d'initier des lois. Aujourd'hui, toutes les lois
à connotation politique. Les propositions partent du CNDP. D'abord au gouvernement, et puis le gouvernement envoie à l'Assemblée nationale. C'est là l'erreur. Pour celui qui a fait le droit, il y a deux organes. Soit c'est l'Assemblée, soit c'est le gouvernement, donc l'exécutif. On laisse l'initiative des lois maintenant aux partis politiques. On me dit que l'objectif, c'est d'arriver à un apaisement. Mais ce n'est pas l'apaisement. Parce que lorsque, que ce soit une ordonnance ou une loi qui est prise et dont le CNDP a pris l'initiative, on dit il ne faut plus critiquer parce que c'est vous-même au sein de la classe politique qui aviez décidé. Donc vous ne critiquez plus. C'est ça qui a permis aujourd'hui la mise en place d'une CENI. La loi dit la CENI doit être paritaire. On se retrouve aujourd'hui, la CENI actuelle qui travaille là, avec 19 membres qui sont de la majorité et 11 membres qui sont de l'opposition. Alors qu'on nous dit que les listes ont été établies par le CNDP. La loi dit que est de l'opposition un parti politique qui n'est pas dans le gouvernement et qui ne soutient pas non plus l'action du gouvernement, donc le programme politique du président de la République. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec 4 partis politiques qui sont dans le gouvernement, mais qui siègent du côté de l'opposition au sein de la CENI. C'est le fait du CNDP. Hier, à la présidence, on a dénoncé cela. Personnellement, moi, j'ai dénoncé cela. D'autres camarades ont aussi dénoncé cela. Maintenant, le CNDP, pour la mise en place des démembrements, en principe, c'est la CENI nationale, une fois mise en place, qui met en place ces démembrements. Le CNDP, qui n'est constitué que des partis politiques, s'ingère dans les activités de la CENI pour organiser des missions de mise en place des démembrements de la CENI. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, au moment de la constitution des listes, vous êtes journaliste, aucun communiqué n'a été diffusé pour appeler les partis politiques à déposer la liste des gens qui doivent les représenter dans les démembrements. On nous a envoyé, moi personnellement, j'ai reçu un SMS d'un membre du CNDP qui dit Docteur Nasra, envoyez-moi la liste des gens qui doivent figurer dans les démembrements en votre nom. Envoyez-moi un individu. Je ne réponds pas à un individu. Et ils se sont arrangés, nos amis qui nous représentent au sein du CNDP. Lorsque le mandat du CNDP tire vers sa fin, ils disent non, le règlement intérieur du CNDP dit que le mandat est d'un an renouvelable. Donc nous, on va renouveler notre mandat et puis on va continuer à travailler jusqu'à l'organisation des élections. Alors que ils ont été nommés, le décret, c'est un décret qui a entériné la décision des partis politiques les désignant. Maintenant, une fois là-bas, ils disent qu'ils vont renouveler leur mandat. Je me dis si les gens, même si on n'a pas fait le droit, du moment où on est chef d'un parti politique, les b.a.-ba du droit, on doit les apprendre. C'est l'Assemblée générale qui les a désignés. Parallélisme de forme, arrivé en fin de mandat, ils reviennent devant l'Assemblée pour faire le bilan et l'Assemblée générale soit leur renouvelle sa confiance ou soit donne confiance à d'autres qui vont les remplacer. Pour satisfaire la majorité, parce qu'ils se disent que c'est le secrétaire général du MPS qui va les aider à renouveler leur mandat et continuer à siéger au sein du CNDP, donc il faut faire sa volonté. Ils ont écarté systématiquement les partis politiques de l'opposition qui ne siègent pas au CNDP. Ils ont établi des listes ici, pour toute l'étendue du territoire, écartant plus de 75% des partis politiques de l'opposition. Du côté de la majorité aussi, c'est la même chose, parce qu'il y a au moins 52 partis politiques de la majorité qui ont fait un communiqué qui a dénoncé également les travaux du CNDP. Quand ils sont descendus sur le terrain, certains chefs de parti qui sont au CNDP aujourd'hui
n'ont pas de militants en dehors de N'Djamena. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur nom dans les démembrements partout. Quand ils arrivent, soit on vient, on leur donne de l'argent, soit il y a des marchandages entre eux. Et on a eu le retour, comme quoi ils mettent les noms des militants du MPS connus. On met leur nom à la place des représentants des partis politiques de l'opposition pour qu'ils siègent dans les démembrements. Donc, on va se retrouver avec des démembrements dans certaines localités constitués rien que par les partis politiques de la majorité. Sinon, par le MPS. Les gens se sont battus dans certaines localités, dans certaines provinces, pour imposer leur propre liste constituée sur place par des partis qui existent et qui sont connus. Mais dans d'autres provinces, c'est au gouvernorat que les listes sont établies. Même dans certaines localités, certaines listes qui ont été établies par les partis politiques existants sur le terrain, des procès-verbaux ont été signés. Mais après, nos amis du CNDP qui sont partis en mission pour mettre en place ces démembrements-là ont réussi à changer les procès-verbaux. Ils ont signé d'autres procès-verbaux avec d'autres noms. Et quand les gens ont vérifié, c'est des militants du MPS. Donc, comment faire confiance à une institution pareille? Et hier, on a dit au président de la République que cela doit cesser. Si on doit aller à des élections libres et transparentes, crédibles, là, il faut mettre fin. Parce que le mandat de ce CNDP a expiré depuis le 15 juin. Mais ils veulent toujours se maintenir. Et comme les voix s'étaient levées, le président était obligé de constater, ironiquement, il a dit, bon, mais il faut reconnaître qu'ils ont bien travaillé quand même. Mais ils vont partir. Comme ils ont déjà fini là, il faut qu'ils partent. Et puis bon, mettez en place voilà, un autre CNDP, désignez d'autres membres qui vont venir siéger au CNDP. Donc voilà ce qui s'est fait. Mais moi, j'ai toujours des inquiétudes, vous voulez savoir, mes attentes par rapport aux nouveaux qui vont y aller. Tout à fait. Ce matin, on était à une assemblée générale de l'opposition. Et j'avais fait une adresse. J'étais parmi ceux qui présidaient la réunion. Mais j'ai dit, ce que les autres ont fait là, on n'a pas de garantie que ceux qu'on va envoyer pour les remplacer feront mieux. On n'a pas de garantie. Mais on est obligé de faire confiance à certains d'entre nous qui vont partir. Mais il faut qu'on mette en place des moyens pour les contrôler. Si quelqu'un arrive là-bas et il roule pour la majorité, il faut qu'on ait la possibilité de mettre fin, de le recadrer. Pas seulement de le recadrer, de le faire partir du CNDP, d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Sinon, le CNDP en lui-même, je pense que le mieux là, c'est de laisser les partis politiques évoluer, que chacun se batte. Et s'il y a des questions importantes, que les gens se réunissent au sein de l'opposition, au sein de la majorité, qu'ils discutent. S'il y a nécessité que les gens se mettent ensemble à une assemblée générale qui réunisse tous les partis politiques, qu'ils se réunissent et qu'ils discutent. Comme ça a été le cas hier à la présidence de la République. Mais tel que les choses se passent, moi, j'ai toujours des inquiétudes. Même d'autres qui vont y aller, il n'y a pas de garantie que les choses se passent bien. On se souvient encore, docteur Nasra, que la mise en place de l'actuelle équipe du CNDP a suscité beaucoup de débats, de discussions, de rencontres au palais présidentiel dirigé par le chef de l'État lui-même pour qu'on arrive à la composition de cette équipe. Quelle stratégie, sinon quel mécanisme mettre en place, surtout du côté de l'opposition, pour désigner des gens de façon unanime et éviter des querelles peut-être par-ci par-là? Lorsque on se réunissait en assemblée générale, depuis 2 mois, l'opposition se réunit régulièrement en assemblée générale autour de cette question et puis autour aussi de la préparation des élections futures. Comment s'organiser pour aller aux élections futures. Mais cette question-là est presque occultée parce que bon, c'est la bataille pour aller au CNDP, tout ça, c'est ça qui préoccupe les gens. Moi, j'avais proposé aux autres que si on veut avoir des gens crédibles, tous ici en Assemblée générale, on connaît qui est capable de quoi. Les moralités, tout ça, on connaît à peu près. Donc, qu'on soumette les gens au vote de l'Assemblée générale. Ceux qui seront élus par l'Assemblée générale
iront représenter l'opposition au sein du CNDP. Ouais. Avec un mandat clair. On vous vote, vous allez là-bas. Si vous changez de camp, on vous remplace automatiquement. Ça permet de mieux contrôler. Mais l'actuel CNDP qui est en train de partir, c'est des regroupements qui ont désigné des représentants qui sont partis. Une fois là-bas, quand ils agissent mal, on veut leur parler, ils disent non, 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 moi c'est pas l'opposition, c'est mon regroupement qui m'a désigné, donc je ne réponds pas. Maintenant, au sein du regroupement, ils disent non, 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 attendez, le jour où vous allez venir, ils ne viennent plus assister même aux réunions de leur propre regroupement. Une fois là-bas, ils quittent leur regroupement, ils deviennent des indépendants. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on est en train d'aller sur le même schéma. Parce que les gens savent que si on les soumet au vote, beaucoup ne vont pas passer. Ceux qui ont des moralités douteuses et tout seront recalés. Donc cette idée-là a été combattue. Alors qu'au sein du panel qui préside les réunions de la coordination, on était unanime pour proposer ça. À l'Assemblée générale, on a effectivement fait la proposition, mais la majorité a combattu pour dire non, 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 on va sur le même principe, c'est des regroupements qui vont désigner des... Donc on est en train de rééditer la même expérience fâcheuse. On est en train d'aller à ça. Donc, malheureusement, ça a été déjà décidé ainsi. Aujourd'hui, on s'était réunis et tout. Et c'est des regroupements qui vont désigner leurs représentants, qui vont aller encore au CNDP, malheureusement. Et la même expérience sera rééditée. Oui. Docteur Nasra, nous avons retenu également d'autres axes, mais il est normal que nous puissions vraiment prendre la grande partie donc du temps qui nous est imparti pour parler de l'actualité politique. Mais l'actualité oblige également, parlons de l'éducation avant de se séparer. Vous êtes un ancien chercheur, nous venons d'organiser les examens de fin d'année pour le BEF et le baccalauréat. Et cette année, nous avons constaté des cas de fraude dans les différents centres, des sujets qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien chercheur, comment expliquer que des sujets qui, normalement, devaient être mis à la disposition des candidats le jour de l'examen et en classe, bien sûr, après avoir appuyé les candidats, surtout à l'entrée également des centres, à l'entrée des salles de classe, comment est-ce qu'on peut comprendre que ces candidats arrivent à entrer en possession de ces sujets? Merci pour cette question combien importante. Je pense que ce qui s'est passé au BF comme au bac montre la réalité du Tchad. Comment le Tchad est en train d'être géré. C'est un ministère, sinon deux. Le BF et le bac. Parce que le bac est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ouais. Mais ça montre exactement le chaos dans lequel le Tchad se trouve. Personne ne maîtrise plus rien. J'ai suivi le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est un grand frère que je respecte. Un collègue aussi à l'enseignement, on enseigne ensemble dans la même faculté. Dire que, à son avis, tout se passe bien. Au moment où les journalistes savent que sur le terrain, là, c'est autre chose. À SAR, par exemple, j'ai appris que le bac, le premier jour, ça a commencé autour de midi, 13h. La même chose à Bangor également. À Bangor, voilà, un peu partout. Mais il dit que, attendons de voir. Je m'interroge. L'actuel président du jury du bac, il n'est pas à sa première tentative. Il a organisé le bac, je crois que ça c'est la 3e ou la 4e fois, il a été nommé président du jury. Donc, il maîtrise, il devait maîtriser les choses. Mais comment se fait-il? Je me pose aussi la question. Comment se fait-il que des sujets se retrouvent entre les mains des candidats qui eux-mêmes recopient des choses et mettent en poche et vouloir venir en salle pour pouvoir donc recopier sur des feuilles d'examen et puis remettre aux surveillants pour que ça soit corrigé. Mais si on a surpris des gens, peut-être ceux qui sont surpris là ne font que peut-être 10%. Mais les autres certainement ont réussi à entrer en salle avec voilà, des sujets déjà traités et tout.
Donc, moi, en un mot, je dis que c'est ça la réalité du régime sous lequel nous sommes aujourd'hui. Si au niveau économique, rien ne marche, si au niveau de l'armée, rien ne marche, si, en tout cas, à tous les niveaux, rien ne marche, comment voulez-vous que les examens se passent bien? Quand on nomme des gens de moralité douteuse à la tête des institutions de l'État, des gens qui ne méritent pas confiance, on leur remet des sujets pour effectuer des voyages, pour aller donner ces sujets-là pour qu'on évalue les enfants et tout en cours de route. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir des enveloppes? Quand ils vont, ils dorment, soit dans les gouvernorats, dans des préfectures et tout. Est-ce que ensemble, avec les autorités, qu'est-ce qui se passe là-bas? Personne ne maîtrise rien. Le président du jury, il est seul, il ne peut pas tout contrôler sur toute l'étendue du territoire, quelle que soit sa bonne volonté. Il ne peut rien. Parce que à toutes les chaînes, aujourd'hui, c'est la course à l'enrichissement illicite. Une grande partie des Tchadiens aujourd'hui refusent de vivre de ces moyens. Et ça, c'est un danger qu'on doit combattre. Et c'est là aussi la raison d'être du parti Un Nouveau Jour. Amener les Tchadiens à accepter leurs conditions, à vivre de leurs moyens et à travailler durement pour sortir de la pauvreté. Travailler de ses propres mains. Mais quand on ne veut pas se contenter du peu qu'on a, mais on veut vivre au-delà de ses moyens, on est obligé de verser dans des pratiques pareilles. Parce que si j'ouvre l'enveloppe et que je donne un sujet à celui-là, j'aurai tel montant. Si vous vous renseignez, vous allez savoir à quel montant ces élèves-là ont acheté ces sujets-là. Donc, des gens, ils veulent s'enrichir tout de suite. Mais l'intérêt national, personne n'en fait cas. Personne. Et c'est ça la réalité, parce qu'on a réussi à inculquer des choses dans la tête des gens que si tu as la possibilité de t'enrichir, fais-le parce que demain, là, tu n'auras plus l'occasion. Donc, chacun à divers niveaux, chacun court là derrière l'argent. Et ça, c'est impulsé par le régime, malheureusement. Docteur, nous allons vous demander donc de nous donner vos derniers mots, c'est-à-dire le mot de la fin. Ok. Le mot de la fin que je voudrais dire au peuple tchadien, nous sommes arrivés à un moment où le Tchad a besoin de chaque Tchadien. Le Tchad compte sur nous. Mais pour que le Tchad, notre cher pays, puisse connaître un développement, je pense que l'actuel régime a fait son temps, a essayé tout ce qu'il peut. Il est arrivé à bout de force. En son temps, j'ai organisé des conférences, j'ai fait des communiqués pour demander au président de la République sur l'évaluation de la gestion du produit pétrolier qu'il démissionne et qu'il laisse la place à un autre Tchadien qui vienne aussi faire ses preuves. Nous sommes là, on va exercer aussi le pouvoir. Pourquoi pas? Mais on refuse. On s'arc-boute au pouvoir. Ok, c'est une bonne chose. Bon, c'est pas une bonne chose. L'intention est mauvaise. Mais il nous appartient, à nous, peuple tchadien, le moment venu de sortir massivement et de dire assez, c'est assez. Mettons fin à ce régime-là, votons pour quelqu'un d'autre. Par les urnes, on peut faire partir ce régime-là du pouvoir. Maintenant, lorsque un nouveau jour va arriver au pouvoir, comme nous l'avions déjà dit, l'objectif, c'est de rompre avec cette chaîne de vengeance. Nous voulons un Tchad où chaque Tchadien doit se reconnaître Tchadien, vivant heureux dans son pays, sans s'inquiéter, sans avoir peur du Tchadien de telle autre ethnie. Et qu'un Tchadien d'une ethnie ne dise pas, c'est ceux-là qui nous ont fait souffrir. Aujourd'hui, c'est notre tour, ils vont voir. On veut faire disparaître ce langage-là de la bouche de chaque Tchadien un jour pour que nous puissions amorcer le développement de notre pays. Ça passe par une bonne gestion. Ça passe par une école qui fonctionne bien. Aujourd'hui, les jeunes Tchadiens, mais l'école marche mal. Les enseignants ne sont pas bien formés. Quelle que soit leur volonté, s'ils ne sont pas bien formés, ils ne peuvent pas dupliquer cette formation-là aux autres. La santé,
qui est la base. Il y a deux pieds sur lesquels... Aller à l'essentiel, nous n'avons plus le temps. Oui, il y a deux pieds sur lesquels le pays devait s'asseoir, l'éducation et la santé. Mais les deux là ne fonctionnent plus aujourd'hui. Nous allons travailler le moment venu pour que toutes les ressources du Tchad aillent à l'éducation et à la santé. Lorsque un peuple est bien éduqué, un peuple est en bonne santé, c'est ce peuple-là qui peut travailler maintenant pour arriver à dégager une plus-value qu'il peut réinvestir. Quand il y a réinvestissement, il peut y avoir développement. Donc, il faut qu'on arrive à ça au Tchad. Mais avant tout, il faut une réconciliation de cœur. Il faut que les cœurs soient guéris. Il faut que les Tchadiens s'acceptent. Qu'on ne dise pas qu'un jour, si Déby quitte le pouvoir, ceux qui ont gouverné avec lui vont voir, ceux de son ethnie vont voir et tout. Nous voulons rompre avec cette chaîne-là. Un jour, il faut être brave pour dire ils ont mal géré, ils ont mal travaillé, mais on ne se venge pas. On ne se venge pas, on jette des nouvelles bases, des Tchad nouveaux, et que ce nouveau jour dont nous rêvons là puisse donc arriver pour que les Tchadiens vivent en paix chez eux enfin. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend donc fin à ce numéro de Vérité politique. Je rappelle que nous avons reçu ce soir Dr Nasra Djimasngar, président du parti Un Nouveau Jour. Une fois de plus, Dr Nasra, merci d'être venu. Merci de m'avoir donné l'occasion, même si le temps n'a pas suffi, d'exprimer ce que j'ai toujours ressenti au cœur, de m'adresser au peuple tchadien. Je suis heureux et je vous dis merci. J'attends surtout une autre occasion pour continuer la suite. J'ai des choses à dire. Tout à fait. Merci Nous avons beaucoup. pris 90 bonnes minutes, mais l'actualité, il y a assez de sujets. Nous allons, comme vous l'avez dit, vous donner donc également d'autres possibilités pour venir Electron Télévision. Surtout cette émission est pour les cadres politiques dont vous êtes là également ce soir. Donc voilà, nos portes sont ouvertes à vous. Mesdames, messieurs, c'est fini. Donc je l'avais dit. On se donne rendez-vous demain avec un autre cadre politique pour poursuivre donc cette série de votre émission Vérité politique qui se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine et également la semaine prochaine. Bonsoir et portez-vous.